Bonjour à tous, bienvenue sur Aventure Crypto. Aujourd'hui, on est avec Thibaut pour parler d'une notion très importante dans l'investissement et de surcroît dans l'investissement dans les crypto-monnaies, c'est la notion de risque versus volatilité. C'est-à-dire qu'on entend souvent que la crypto-monnaie, c'est très risqué, qu'il faut pas investir dessus parce qu'on peut tout perdre. Mais au final, et c'est ce sur quoi on va échanger aujourd'hui, c'est plus la notion de volatilité qui est peut-être en jeu. Et les deux sont évidemment liés, mais il y a peut-être une confusion entre risque et volatilité. C'est-à-dire que un actif comme les crypto-monnaies, ça peut être mais très volatile, comme tout le monde l'a vu, les cours peuvent s'envoler. On peut prendre du plus 60%, du moins 80% sur des périodes très courtes. Donc du coup, il y a la volatilité. Mais en investissement de manière correcte, on peut quand même réduire le risque par rapport à ça et mettre la volatilité de notre côté. C'est-à-dire parce qu'un actif qui n'a aucune volatilité, il faut aussi bien comprendre que c'est un actif qui n'a pas de rendement à proposer et voilà, qui au final n'est pas intéressant dans le domaine de l'investissement parce que effectivement, alors vous êtes sûr de pas perdre d'argent, mais vous êtes sûr de pas en gagner aussi. Donc du coup, il y a la volatilité, c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est sur quoi on va échanger et c'est plus la gestion du risque qui va nous permettre de mettre cette volatilité de notre côté et de profiter justement du fait que les crypto-monnaies, ce soit un actif très volatile et se concentrer sur la gestion du risque pour, voilà, pour en profiter. Donc, peut-être Thibaut, si tu veux commencer sur ton approche à toi, comment tu gères justement cette approche par rapport au risque et par exemple, quand tu investis dans les crypto-monnaies, comment tu fais un petit peu pour mettre la volatilité de ton côté? C'est-à-dire, est-ce que tu as une stratégie d'investissement qui est établie pour limiter ça ou c'est plus, voilà, tu fais peut-être par exemple un DCA, donc un investissement tous les mois, euh, voilà, pour lisser tes points d'entrée et au final sans te préoccuper voilà, des cycles, des risques qui peuvent être liés et adopter au final une approche semi-active en faisant un DCA sans te préoccuper. Donc c'est pour voir un peu toi personnellement comment tu gères ça. Ouais, bah, déjà, comme tu l'as dit, la volatilité, on voit toujours la volatilité comme étant quelque chose de mauvais, mais comme tu l'as très bien dit au début, la volatilité, ce qui a fait aujourd'hui les performances d'un actif comme celui des crypto-monnaies, qui, je le rappelle, est quand même la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu une classe d'actifs aussi performante que les cryptos jusqu'à maintenant. Et si ça a été possible, c'est justement grâce à cette volatilité. Souvent, les gens, ça les dérange pas trop quand il y a une volatilité à la hausse. Par contre, quand il y a une volatilité à la baisse, ça fait un peu plus mal. Et je pense qu'on parle plutôt de ce risque-là, de ce risque de volatilité plutôt à la baisse, parce que bon, ben, finalement, quand la volatilité est à la hausse, quand on gagne de l'argent, ça ne pose pas forcément trop de soucis. Moi, aujourd'hui, une fois que j'ai compris en fait euh, à quel type de volatilité on était confronté quand on investissait dans le domaine des crypto-monnaies, on a tout de suite un peu moins peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est peut-être le cas des personnes qui nous regardent aujourd'hui, mais il y a peut-être des gens qui disent c'est bon, moi j'ai pas de problème avec la volatilité, je connais, j'ai déjà investi dans les marchés financiers, dans les obligations, dans les actions, sur des CFD, des produits dérivés ou peu importe. Et je pense qu'il y a une vraie décorrélation à avoir entre ce que vous connaissez, ce que vous pensez connaître sur les marchés financiers et ce que vous allez retrouver dans le domaine des crypto-monnaies. Parce qu'on peut avoir des volatilités extrêmes vraiment dans le marché des crypto-monnaies. Par exemple, un truc tout bête, on va prendre un exemple récent. Au moment où on tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée, mais il n'y a pas forcément très longtemps, on a eu par exemple l'explosion de l'écosystème Terra Luna avec son stablecoin, l'UST. Et par exemple, en quelques jours, le Luna donc, a perdu 3 fois 99% de sa valeur. Beaucoup de gens se disaient, il y a ce n'est plus une correction, donc un écrasement du cours de l'ordre de 99%. Beaucoup se disaient buy the dip, buy the dip. Re-moins 99% à partir de ce niveau, re-buy the dip, les gens disaient sur Twitter, c'est bon, il faut racheter, il faut racheter. Et là, de nouveau, re-moins 99%. Alors, on pourrait passer du temps pour expliquer pourquoi on a eu 3 fois ces moins 99% à cause de la tokenomics et de son lien avec l'UST et le Luna, justement avec le stablecoin algorithmique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un projet qui a perdu 99% qu'il ne peut pas reperdre 99% et qui ne peut pas reperdre 99% et encore, encore et encore. Donc, cette volatilité, moi, si je dois répondre à ta question, comment je la gère à titre personnel, premièrement, je vais le gérer avec les montants que je vais investir.
parce que comme on l'a dit au début, on est sur la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. On n'a pas besoin de mettre des sommes astronomiques pour arriver à avoir des résultats intéressants. Par exemple, le S&P 500, là, dernièrement, il lui a fallu 14 ans pour faire un x2. Historiquement, si on regarde sur les X dernières années depuis la création du S&P 500, je n'ai plus trop les chiffres en tête, on considère que c'est de l'ordre de 10% annualisé en termes de performance. En fonction de comment on regarde, aujourd'hui, on parle plus de 6-7% de rendement. Ça, c'est ce qu'on considère comme étant des bonnes performances dans le marché classique des actions, par exemple. Dans le domaine des crypto-monnaies, des performances de 10, 20, 30%, c'est un peu nul. Si on le lisse, si on investit et qu'on subit un cycle haussier, voilà, les performances sur 4 ans, par exemple, à condition qu'on subisse un bull market, 10, 20, 30% de performance, c'est vraiment nul dans le domaine des crypto-monnaies. Le Bitcoin, par exemple, si on prend ses performances de 1 centime, bien qu'il ait eu un cours avant même ces 1 centime, on va dire de 1 centime jusqu'à 69 000 $, c'est-à-dire que ses performances ont été multipliées par 6,9 millions de fois. L'Ether, ça a été multiplié entre sa sortie en 2015 et puis son plus haut à l'époque en 2017. En moins de 2 ans et demi, c'est un produit qui a fait x 10 000. Donc en termes de pourcentage, c'est encore beaucoup plus élevé. C'est des exemples. Il y a très peu de gens qui ont réussi à garder ce niveau de volatilité jusqu'au bout. Beaucoup de gens ont perdu leur clé privée, beaucoup de gens ont vendu trop tôt, beaucoup de gens, même avec ces performances-là, il y en a énormément qui ont perdu de l'argent parce qu'ils sont amusés à timer le marché. Donc moi, ce que je fais à titre personnel, quand je sais et quand j'ai compris à quel type de marché je m'adressais, en l'occurrence, je me suis rendu compte que le premier moyen de pouvoir le faire, c'est de faire attention à l'argent qu'on met dedans, donc avoir un budget, de se dire qu'on n'a pas besoin de mettre 100% de son capital dans le secteur des crypto-monnaies parce qu'on est sur des risques asymétriques pour le coup. Comme tu l'as dit, de faire un DCA, donc un dollar cost averaging, de rentrer petit à petit. On ne sait jamais quand est-ce que c'est le meilleur moment pour pouvoir rentrer ou sortir, et on peut quand même essayer de lisser nos positions à la baisse. Si jamais le marché est en tendance baissière, on ne va pas rentrer d'un coup, on va lisser nos positions à la baisse, ce qui va nous faire une moyenne d'entrée qui va être plus intéressante. Et pareil, à la sortie, on va sortir petit à petit. Après, aussi, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise aussi pas mal d'outils. Alors, on pourra peut-être en parler et mettre quelques infos dans la description de la vidéo, mais il y a des outils qui permettent d'analyser les corrélations qui existent entre les différentes crypto-monnaies. Parce qu'il y en a certains qui disent pour lutter contre cette volatilité, pour lutter contre le risque, on va se diversifier. Dans le domaine des crypto-monnaies, on sait qu'il y a à peu près tout qui est relié, sauf éventuellement les stablecoins. Mais quand le Bitcoin monte, derrière, on va avoir tous les altcoins qui sont beaucoup moins liquides, qui vont beaucoup plus augmenter et qui vont surperformer le Bitcoin en tendance haussière. Et puis en tendance baissière, lorsque le Bitcoin baisse, on va avoir le Bitcoin qui va baisser et puis dans une plus grande mesure, les altcoins. Et plus on va aller sur des altcoins risqués, plus ils vont baisser, donc plus il va y avoir de volatilité et théoriquement plus de risques. Donc, on peut avoir une idée aussi d'une fausse diversification ou d'une fausse protection, je trouve, dans le domaine des cryptos, parce qu'on se rend compte que le marché, il est quand même extrêmement corrélé avec le Bitcoin. Et puis, en plus de ça, le Bitcoin lui-même, aujourd'hui, bien que théoriquement et bien que de manière théorique, on peut se dire que ce n'est pas censé être corrélé avec les autres types de marchés, on se rend compte que le marché action, il est quand même corrélé énormément avec ce que va dire la Fed, la Réserve fédérale américaine, et notamment par rapport aux différents taux. Lorsque les taux vont baisser, l'argent est censé être moins cher, donc les gens ont moins peur pour investir, donc ils vont investir dans des actifs type actions, par exemple. Donc le marché va augmenter et certains vont décider de prendre un peu plus de risques avec des actifs qu'on appelle des risk on assets, des actifs plus risqués. Et là, souvent, on va voir le marché des crypto-monnaies qui augmente. Donc, quand on a une baisse des taux, on a le marché action qui augmente, on a le marché des crypto-monnaies aussi qui va augmenter, et inversement, quand on a une augmentation des taux, l'argent vaut plus cher, donc souvent les gens ont moins envie d'investir, donc ils vont vendre les actions, ils vont surtout vendre les actifs qui sont risqués, donc le Bitcoin et donc l'ensemble des autres crypto-monnaies. Donc, il faut faire attention à ça, à cette fausse idée de diversification et pour lutter contre cette volatilité. Et je pense qu'à partir du moment où on a compris que ça faisait partie en fait des caractéristiques même du marché des crypto-monnaies et que ce n'était pas forcément non plus quelque chose de mal, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, derrière, le seul moyen de pouvoir théoriquement s'en protéger, c'est de faire attention à la manière dont on va acheter ces différentes crypto-monnaies-là, l'argent qu'on va investir dessus, pas utiliser d'effet de levier,
bien se former en amont parce que bah, si on ne se forme pas en amont et qu'on est en réaction par rapport au marché et pas par rapport à de l'anticipation, on peut être amené à prendre des décisions qu'on va regretter plus tard, quoi. Oui, tout à ouais, moi je te rejoins tout à fait et par rapport à ça, moi je conseille et c'est ce que je fais parce que voilà, je suis pas un expert dans tous les types d'investissement. Voilà, moi c'est, le but de cette chaîne, c'est de partager, ce que j'ai appris avec, voilà, depuis 4 5 ans dans le domaine des crypto-monnaies et je me suis rendu compte que ce qui marchait pour moi, après je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, mais c'est aussi, ce qu'on retrouve dans d'autres types d'investissements, c'est s'intéresser à la partie, fondamentale, avoir des notions, sur les fondamentaux, et en investissement en général et on se rend compte que c'est totalement applicable, dans le domaine des crypto-monnaies, heu, malgré la volatilité qui est très importante. Mais au final, il y a des théories, il y a des cycles, il y a des choses qui sont transversales à tous les types d'investissements et c'est comprendre, cette partie un peu fondamentale, plus que la partie, analyse technique. C'est vraiment, voilà, être au point sur ses fondamentaux et investir par rapport à ça. Donc, étudier bien les projets, et surtout, je donne une importance particulière sur l'aspect cyclique, des marchés parce que bon, il y a pas comme on l'a dit peut-être dans d'autres vidéos, il y a pas forcément de mots d'actifs, mauvais, c'est plus le moment dans lequel vous rentrez et les crypto-monnaies, c'est encore plus vrai que dans d'autres domaines. C'est vraiment le moment où vous allez rentrer, bien sûr en investissant sur des projets solides avec des vrais fondamentaux, voilà, pas un shitcoin, sans aucun fondamentaux, même si des fois vous pouvez voir des réussites plus importantes, mais bon, c'est pas on va dire sur le long terme, c'est pas une stratégie, gagnante. On pourrait avoir un coup de chance, mais c'est pas idéal. Donc pour être gagnant sur le long terme, les fondamentaux, déjà connaître le projet, passer des heures, pas forcément des centaines d'heures, mais au moins comprendre voilà le projet, comment ça marche, à quoi ça sert, la valeur qu'il y a derrière, des basiques. Donc une fois qu'on a joué son projet, essayer de voir si c'est le bon moment pour rentrer. Parce que la pire erreur que vous pouvez faire, c'est rentrer au mauvais moment, quand l'actif a déjà doublé, triplé, quadruplé de valeur, et au final vous mettez de côté tout le quand vous achetez quelque chose qui a déjà fait un fois 4, vous divisez vos rendements potentiels par 4. Voilà, ça Et le c'est faut le risque est savoir. absolument pas le même non plus, quoi. Voilà, donc c'est un peu voilà, c'est l'aspect cyclique moi qui m'intéresse parce que c'est au final, je considère qu'il y a l'argent il se fait là quoi. Il faut comprendre où on en est dans le cycle, de sta le fondamentaux de l'actif et après où on en est, par rapport aux fondamentaux voilà d'investissement classique dans le cycle concrètement, où on en est. Est-ce qu'on est vers un plus bas? Est-ce qu'on est, dans une période de transition? Est-ce que bon, il y a une tendance qui est dans un tunnel qui bouge pas? Et comprendre l'environnement d'investissement pour savoir si c'est le bon moment de l'acheter ou pas. Et du coup, bah, c'est pour éviter justement de faire cette erreur-là parce que c'est un exemple que j'aime bien, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais l'investissement, c'est vraiment le seul domaine de la vie où quand on voit un actif qui fait 1 fois 3 fois 4, on a encore plus envie de l'acheter, que s'il est en train de baisser. Alors Je crois que c'est que si Warren Buffett qui avait dit ça, et il me semble, Rick Rule aussi peut-être de Sprott, peut-être. mais lui, il donne l'exemple et c'est vrai que ça m'avait marqué, de dire: «Beh, si tu vas à ton magasin préféré de vêtements ou ton restaurant préféré et que tu vois que c'est le même t-shirt ou le même menu et que ça a triplé de volume en 2 semaines, de prix pardon. Le prix. Si ça a triplé de prix en 2 semaines, tu vas dire: «Mais j'achète pas». Enfin, je veux dire: «J'ai trouvé une autre option, c'est devenu trop cher». Enfin, Mmh. c'est la même chose, c'est les mêmes fondamentaux et ça a triplé de prix. Donc du coup, beh, j'ai trouvé une autre solution et l'investissement, c'est vraiment le seul domaine où on voit quelque chose, on voit les fondamentaux et si ça triple de prix, on se dit: «C'est encore plus intéressant» et ça donne envie de l'acheter parce que voilà, il y a cette tendance, il y a tout ce mouvement autour et alors que du coup, beh, déjà on a pour 3 fois moins pour son argent et surtout, on renonce, à on divise ses bénéfices dans le futur par 3 vu que ça on a déjà perdu cette partie du mouvement et en plus le risque qu'on assume, du coup, on prend plus de risques, parce que si on avait acheté sur un point plus bas, heu, au final, voilà, la prime, la récompense, pour le risque assumé aurait été plus grande et c'est vraiment ce qui se passe à un fin de cycle haussier de marché, c'est de rentrer sur des actifs avec des premiums très importants, des prix, surévalués, par rapport par rapport à la valeur que va apporter l'actif au final et c'est de prendre des risques démesurés pour une récompense la plus faible. C'est-à-dire que celui qui achète, vers le plus haut du cycle, il paye le prix plus cher et il prend le plus de risques parce que le cycle
obligatoirement va se retourner. Et c'est là où il va prendre le plus de risques et c'est là où il va renoncer à le plus de bénéfices. Donc c'est vraiment le pire moment. Et du coup, bien comprendre l'environnement de marché, si on est plus dans la peur ou personne n'a envie d'acheter, c'est un peu la morosité, ou si on est plus vers un plus haut, au final, alors c'est sûr, ça va pas tout faire, mais ça va, pour moi, c'est ce qui va jouer principalement dans votre réussite. Après, tout ce qui est analyse technique pour essayer d'affiner son moment de rentrée, moi je le vois plus comme ça. Voilà, c'est un outil pour d'aide à la décision, pour voilà venir peaufiner un petit peu, venir affiner sa stratégie. Mais si vous faites tout ça, mais que vous vous intéressez pas du tout aux fondamentaux, l'environnement d'investissement et comment bien gérer le risque par rapport à ça, au final, le résultat sur le long terme va pas être aussi bon que si voilà, si vous vous intéressez à tout ça. Et aussi, pour être serein, le risque technologique qui existe évidemment en blockchain, donc aussi se former et bien comprendre, voilà, est-ce que c'est une clé privée, comment bien gérer tout ça, comment protéger ses actifs pour pas faire d'erreur là-dessus, parce que moi je considère aussi qu'il y a la partie risque technologique qui est très importante en crypto-monnaie et qui est pas forcément ce qui est pas forcément présent sur les autres types d'actifs. Et du coup, c'est voilà une manière de gérer le risque aussi par rapport à ça, c'est de bien se former, de bien comprendre comment protéger ses actifs, faire attention, mettre en place des stratégies pour éviter de tomber dans les pièges, parce qu'il y en a énormément, il y a beaucoup d'arnaques, ça pleut de partout. Et du coup, voilà, c'est en combinant ces deux facteurs et bien comprendre l'aspect technologique et les risques qui vont avec et les fondamentaux de l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies, il me semble qu'on peut limiter le plus possible le risque et profiter du coup de la volatilité en rentrant au bon moment, en ayant les bonnes pratiques voilà, par rapport à gérer ses actifs, la sécurité, tout ça, et du coup mettre euh, la volatilité de notre côté et aussi avoir une stratégie sur le long terme, c'est-à-dire pas voilà, être sur plusieurs cycles, au moins 3 4 5 ans, pour pouvoir au moins vivre un cycle de marché et avoir voilà la possibilité de rentrer sur une baisse et sortir sur la partie haussière pour pouvoir avoir un cycle voilà complet et pas voilà rentrer faire du flipping, faire du trading sans formation et au final prendre assumer des risques inconsidérés pour la récompense quoi. Ouais, puis moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'à chaque fois, quand on parle d'investissement, comme les 2 faces d'une même pièce, en fait, on a d'un côté, bon, on a pile et face sur une pièce, on va avoir le risque et le rendement dans l'investissement. Vous pouvez pas avoir des rendements, importants, sans prendre de risques et souvent, c'est pas toujours le cas, hein. L'idée, c'est de trouver le plus de rendement possible avec le risque le plus faible possible et souvent, ça va de pair. Plus on va, chercher des rendements importants, plus on va prendre des risques importants et il y a un côté un peu addictif, un peu comme des drogués hein, dans le domaine des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, la volatilité, on commence à connaître. On sait que les retournements de marché, ils peuvent être très violents et surtout qu'on ne peut pas forcément prévoir, puisque là, c'est quand même un marché qui est encore très peu liquide et qui peut être très manipulé. Il est encore très peu régulé, ce marché. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu, et historiquement, c'est ce qui s'est passé, il y a la possibilité de gagner beaucoup d'argent rapidement, il y a la possibilité de perdre beaucoup d'argent rapidement, mais du coup, comme un ancien drogué qui a vu que c'était possible de réussir quelque chose, ou qui a essayé une drogue à un moment donné qui lui a largement plu, dans le domaine des crypto-monnaies, on va faire un trade, on va investir dans un truc avec une forte volatilité, on va gagner beaucoup d'argent rapidement, on va considérer que c'est ce qui va se passer, par la suite. On va considérer que cet exemple-là, c'est devenu, on va dire, la réalité, et c'est tout le temps ce qui va se passer, alors que c'était peut-être un exemple à part, que c'était peut-être plus un coup de chance qu'autre chose. Et donc, si on a une mentalité, non pas d'investisseur, mais je sais pas, de casino un peu, où on va se dire, tiens, je mets tout sur un projet, et puis j'attends que ça fasse au moins un fois 100 ou fois 1000, ça peut marcher une fois, ça peut marcher deux fois, la troisième ou la quatrième, enfin en tout cas sur le long terme, c'est des gens qui peuvent se retrouver dans des positions très compliquées et de perdre l'intégralité du capital, voire même plus que ce qu'ils avaient investi au départ ou ce qu'ils avaient gagné. Donc il faut vraiment partir du principe que quand vous investissez, vous ne pourrez jamais acheter au plus bas, revendre au plus haut, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent parce que c'est quand même l'objectif de tout le monde et que l'objectif de base du domaine des crypto-monnaies, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, c'est d'arriver à extraire une certaine performance du marché. Après, à vous de voir si vous croyez vraiment à un certain projet sur les 10, 15, 20, 30, 50, 100 prochaines années, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça me semble très compliqué. Il y a certains projets où on estime qu'ils seront encore là dans plusieurs années, mais
ça me semble très compliqué. Si vous regardez le top 10 d'il y a 3 ans, le top 10 encore d'il y a 6 ans, 9 ans, etc., et le top 10 d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, quoi. Et le top 10 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je suis persuadé que ça n'aura, encore une fois, rien à voir. Donc, soyez vigilants, n'ayez pas peur de prendre des bénéfices. Comprenez les risques aussi qui sont liés là-dessus. Comprenez surtout, et le point le plus crucial pour moi, c'est votre psychologie. La psychologie de l'investisseur, la psychologie humaine de manière générale, avec tous les biais cognitifs que vous allez subir. L'avantage des crypto-monnaies, c'est que les cycles sont très rapides, les mouvements sont très violents, et du coup, ce que vous auriez appris en 20 ans sur la finance traditionnelle dans le marché action pour voir tous ces différents cycles, bah, il vous faudra peut-être quelques années seulement dans le domaine des crypto-monnaies pour le vivre. Et ça, je trouve qu'en termes d'expérience, c'est énorme. Mais voilà, c'est pas à prendre à la légère. Et soyez vigilants de ce que vous allez pouvoir vivre, voir, apprendre sur Internet. Et ce que je dis tout le temps, c'est de faire attention à même ce que vous allez pouvoir entendre de nous, parce que nous aussi, on peut être biaisé. On est dessus, on est dans le marché depuis à peu près 5 ans aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc forcément qu'on a un esprit biaisé, même si on essaie de vous présenter les choses de la bonne manière. Mais la seule personne qui sera capable de prendre les meilleures décisions pour vous-même, c'est vous. En fait. Voilà. Vous vous connaissez mieux que personne, ou du moins vous êtes censé vous connaître mieux que personne, et vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un que vous ne connaissez pas, sur YouTube, sur Twitter, ou peu importe, vous donne les projets, les bons projets sur lesquels investir, parce que vous ne savez pas les intentions que cette personne-là, si elle a été payée pour vous parler du projet, si elle a votre, on va dire, vos objectifs en ligne de mire, et en général, ce n'est absolument pas le cas. Et puis souvent, quand vous écoutez certains youtubeurs ou certains influenceurs théoriquement crypto, c'est des gens qui parlent à des milliers et des milliers de personnes, donc forcément qu'ils peuvent pas faire, ils parlent de manière générale et ils peuvent pas faire des cas personnels, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais aux gens, et de considérer le véhicule des crypto-monnaies comme un véhicule d'investissement un peu comme les autres, que ça doit devenir une vraie discipline, qu'on doit essayer de faire les choses pour le mieux, et qu'on ne le fait pas. Enfin, moi, en tout cas, je joue pas avec mon argent, quoi. Il y en a beaucoup qui considèrent un peu que c'est Mmh. on joue, tu vois, ouais, je joue, ou La je loterie, fais. ouais. Voilà, tu sais, j'ai parié sur ça, j'espère que ça va monter. Tu vois. Moi, je dis jamais ça, je dis jamais j'espère, tu vois. Quand je fais un truc, je peux me tromper, mais je peux faire des erreurs. Mais je dis jamais j'espère, parce que pour moi, l'espérance n'a rien à faire dans le domaine de l'investissement. On n'est pas là à espérer, quand on ne fait pas une prière, on n'est pas en train de penser qu'il va peut-être se passer quelque chose. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus parce qu'en fait, ils connaissent rien, ils font confiance un peu à tout le monde, et puis ils se disent, voilà, je mets là-dessus et j'espère que je vais tomber sur le 7 rouge, quoi. Et je trouve que c'est hyper dangereux, ça, de faire ça, parce que ça veut dire que si derrière, on est dans le côté espérance, et ben, qu'on ne maîtrise pas les fondamentaux, on ne sait pas dans quoi on a investi, donc on va être sujet à cette volatilité, et du coup, on ne va pas gérer correctement son risque. On risque d'utiliser des effets de levier qui vont accentuer cette volatilité, et du coup, les prises de mauvaises décisions. On ne va pas être dans de l'anticipation du marché, on va être dans de la réaction, etc. etc. Enfin, tout ce que j'ai dit et tout ce qu'on a déjà évoqué. Oui, oui, tout à fait. Après, voilà, je suis d'accord. Et idéalement, après, c'est vrai que c'est encore théorique, mais voilà, il y a aucune certitude. Donc, ça sera idéalement, c'est déterminer le pourcentage de ce qui peut se passer et essayer de se positionner. Voilà, c'est pas, comme tu l'as dit, la loterie. C'est déterminer tout ce qui peut se passer, Et estimer le le pire des pourcentage. scénarios aussi. Ouais, c'est ça. Le plus probable, selon soi, le moins probable, à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire qu'on peut estimer que le plus probable, c'est que sur les 6 prochains mois, le marché continue d'être haussier par rapport à plein d'indicateurs, par rapport à ce qu'on a eu par le passé. Bon, on ne peut pas connaître l'avenir, mais on peut estimer qu'il y a un pourcentage assez important que le marché continue de monter. Mais il faut aussi prendre en compte la possibilité qui existe toujours que ça baisse fortement, que ça se pète la gueule, qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc il y a tout un éventail de probabilités. Et c'est juste voilà, faire un travail d'étudier les fondamentaux, d'aller faire cette recherche pour étudier ce qui nous paraît le plus cohérent sur le court, moyen, long terme et essayer de se positionner par rapport à ça. Mais il y a une stratégie, il y a une raison de faire les choses, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et voilà, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Et considérer aussi que rien n'est acquis. C'est-à-dire que souvent, on nous explique, et c'est ce qu'on vous explique souvent sur les vidéos, qu'il y a des cycles, qu'en général, on a des cycles de 4 ans, parce que c'est les épisodes, notamment pour le Bitcoin, qui sont intercalés entre chaque épisode de halving, et que le Bitcoin va, lorsqu'on va avoir un épisode de halving, on va diviser
la mise en circulation des nouveaux coins par 2. Donc, forcément, pour une même type de demande, si on divise l'offre et la mise en circulation de ces tokens par 2 tous les 4 ans, bon, bah, c'est toujours une question d'offre et de demande. On a forcément le prix qui augmente. Et vu que quand le Bitcoin augmente, ça va entraîner tout le marché. Donc, en général, c'est comme ça que ça s'est passé. 3 années à peu près de cycle haussier, une grosse année de correction. Mais est-ce que parce que ça s'est passé comme ça par le passé, est-ce que ça veut dire que ça continuera comme ça par la suite? On n'en a aucune idée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine de l'investissement, il n'y a vraiment aucune certitude. Il n'y a que des probabilités, des statistiques, un peu, on peut dire. On va dire, voilà, il y a des scénarios, je dirais même plus des scénarios, et de se dire, voilà, c'est quoi qui est le plus probable? Voilà, le scénario 1, c'est que le Bitcoin soit encore là dans les 20 prochaines années. Scénario 2, c'est qu'il n'existe plus, par exemple, qu'il y a un gros bug, comme ça a été le cas en 2010, comme ça a été le cas lorsqu'il y a eu un développeur de Bitcoin Cash qui a trouvé en 2017 un bug qui n'a pas été utilisé, qui a été corrigé par la suite, à des bugs d'inflation pour le coup. Voilà, c'est des choses qui sont arrivées par le passé, qu'on vous a peut-être pas présenté par la suite, mais il y a des risques. Et ceux qui vous disent c'est bon, en gros, on a l'impression que ceux qui sont Bitcoin maximalistes, c'est bon, c'est déjà gagné, tu vois. C'est bon, le Bitcoin, il est déjà utilisé dans le monde entier, c'est déjà acté et tout. Et c'est vrai que c'est un scénario qu'on a envie de croire, parce que quand on a investi dedans, tout de suite, on se dit, bah ouais, regarde, Salvador, ils ont déjà investi dessus, il y a des grosses boîtes qui commencent à aller dessus, et c'est vrai que ça sent bon. On se dit, on est dans la bonne direction. Est-ce que ça veut dire que c'est acté, que c'est bon, ça va devenir la prochaine réserve mondiale? Aucune idée, tu vois. Et je pense que le maître mot de ce qu'on dit dans nos vidéos, c'est que l'avenir reste incertain, qu'on n'a aucune certitude de tout ça, et qu'à partir du moment où on part du principe qu'on n'a aucune certitude de ce qui va se passer, là, je trouve qu'on est capable de prendre des bonnes décisions. Parce qu'on est capable de prendre tous les cas de figure, de ne pas tomber dans des biais de confirmation, de regarder que des vidéos ou du contenu qui va corroborer ce que nous, on va penser, mais de voir tout l'éventail. Parce que ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont regarder une seule facette de la pièce, qui est celui du rendement. Ils ne vont pas voir l'autre côté, qui est celui du risque. Et pour le coup, comme on dit, le risque, souvent, c'est vu comme étant la volatilité. Et voilà, il y a plein d'autres contextes. Il y a le contexte macroéconomique, il y a le contexte géopolitique, le contexte monétaire. Il y a tellement de trucs. Et qu'est-ce que vous faites demain si l'un des scénarios, c'est par exemple, voilà, on dit 3 années de cycle haussier, une année de cycle baissier. Si tout le monde est au courant de ça, il y a bien un moment donné, les gens ils vont commencer à se poser la question. Si c'est timé comme ça le marché, si c'est comme une horloge, on sait qu'à partir de telle date, le truc il augmente. Bon, bah non, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est écrit. Enfin, moi, pour ça, il y a plein de modèles, comme le modèle du stock to flow, où on avait dit, voilà, le Bitcoin, si on suit le modèle du stock to flow comme il l'a suivi jusqu'à maintenant, sur le prochain cycle 2021, on va dépasser les 100 000 $. Résultat, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc, il y a des modèles mathématiques qui ont fonctionné par le passé, d'autres et ça reste des modèles. Donc, c'est pas parce qu'ils ont fonctionné par le passé qu'ils vont encore fonctionner par la suite. Et de partir du principe que, voilà, c'est pas parce qu'on a eu 3 années de cycle haussier, une année à peu près de correction, que ça va continuer de faire ça. Qu'est-ce qui se passe demain si on part sur 10 ans de cycle baissier? Parce qu'aujourd'hui, on est sur on considère qu'on est en récession. Là, je trouve qu'ils sont amusés à changer la définition de récession parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient dire. Mais aujourd'hui, on est clairement en récession. Et on sait que le marché crypto, il est très corrélé avec le marché action, le marché de la finance classique. Qu'est-ce que vous faites si demain, vous êtes sur un bear market pendant 10 ans? C'est un scénario qui n'est peut-être pas ultra probable. En termes de statistiques, peut-être qu'il y a 3% de chances que ça arrive. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans ces circonstances? Ouais, là, tu viens d'évoquer deux choses très importantes sur lesquelles je vais rebondir. C'est le fait d'avoir voilà, un schéma narratif et d'investir en fonction voilà, de ce seul schéma narratif, ce seul scénario. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, qui apprennent, qui sont, voilà, par exemple, sur le Bitcoin, qui vont dire, voilà, le Bitcoin va monter en fin 2021 à 100 000 $. Du coup, c'est ce schéma narratif et ils sont convaincus que ça va faire ça. Et ils se positionnent à 100%, donc ils considèrent uniquement ce scénario. Ils vont positionner tout leur portefeuille pour maximiser leurs gains dans le cas précis où ce scénario arrive, ce qui est, comme on l'a vu, qui a peut-être un pourcentage d'arrivée, mais qui n'est pas le seul scénario. Et du coup, comme ils sont positionnés pour maximiser ce scénario et qui n'ont pas contemplé les autres possibilités, dans le cas où ça ne se produit pas, c'est là où il y a vraiment beaucoup de risques qui vont se concrétiser parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation, d'autres possibilités, il n'y a pas eu d'autres stratégies au cas où ça ne se passe pas comme ils auraient voulu.
Et au final, voilà, il y avait des risques qui se réalisent, des gars qui sont pas pris, et des gens qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau avec, voilà, ce que j'avais prévu, c'est pas passé comme ce que j'aurais voulu, et j'ai pas forcément en tête d'autres Anticiper. stratégies, j'ai pas anticipé, je me suis pas préparé à tout ça, et je me retrouve le bec dans l'eau. Et après, ce que je voulais dire aussi sur les modèles, donc c'est vrai que c'est un bon outil d'aide pour estimer ce qui peut se passer, même si on peut jamais être sûr de rien. Mais voilà, il faut bien tenir en compte que c'est des modèles basés sur ce qui s'est passé dans le passé, et qu'on ne peut pas prévoir le futur. C'est pas prédictif, c'est plus indicatif. On sait qu'historiquement, quand il y a le Bitcoin, qu'il y a le halving, il y a un cycle haussier qui se suit. On sait que c'est à peu près ces périodes-là, mais c'est pas dit que ça se reproduise. Et dites-vous bien aussi, ça c'est un point de réflexion qui m'a paru intéressant, je sais plus où c'est que j'avais vu ça, c'est que si un modèle il marche vraiment, et bien du coup, obligatoirement, ça va se savoir, les gens vont en profiter, et du coup, ça fera que Ils vont voilà, l'anticiper, ils vont le front-runner, je sais voilà, pas comment on dit en français, mais ils vont l'anticiper. Si on sait, ah, par exemple, si le modèle du stock to flow avait fonctionné euh, là pour cette année, enfin pour l'année 2021, et qu'on avait atteint vraiment le truc des 100 000 comme c'était prévu sur le modèle, là les gens se diraient bah, c'est bon, en fait le modèle il est acté, c'est quoi qui va se passer sur 2024, 2025, 2026, etc., etc. Et du coup, là, tout le monde qui va commencer à anticiper le truc, et donc le modèle après il se casse parce qu'il n'a pas anticipé le fait que l'être humain derrière va avoir ces données en amont et va anticiper les épisodes de la suite, en fait. Ça, il faut comprendre que s'il y a un modèle qui marche, il marche jusqu'au moment où il y a trop de personnes qui voient ce modèle, soit ça devient une prophétie réalisatrice et du coup, ça va se faire, mais quand il y a trop de gens qui savent ça, ben à un moment donné, le modèle, il est plus bon parce qu'il ne peut pas anticiper la psychologie humaine et le fait qu'il y ait des gens qui vont utiliser ça avant même que ça se passe, quoi. oui, tout à fait, mais c'est ce qu'on voulait dire, que quand les gens se rendent compte que il y a des gens, voilà, ça arrive dans le domaine des actions, ça arrive dans le domaine des cryptos, des gens un peu plus malins que la moyenne, voilà, un peu plus avertis, qui se sont rendus compte qu'il y avait des phénomènes qui se produisaient, et qui en ont profité, et qui du coup ont partagé cette découverte. Et au fur et à mesure que la découverte s'est banalisée, que de plus de gens ont décidé d'agir par rapport à cette information, au final, ben, l'information est devenue inutile parce que les performances sont devenues moyennes. Comme tout le monde fait la même chose en disant bah oui, ça c'est une stratégie qui marche, regarde ce qu'il a fait lui par le passé. Au final, ben, vous arrivez à avoir des résultats dans la moyenne puisque tout le monde est au courant de l'information et tout le monde fait comme vous. Et bon, ben, la moyenne des gens, ils partent de l'argent. Donc, du coup, ben, si vous vous retrouvez dans la moyenne, à suivre des stratégies comme tout le monde qui ne marchent pas. Donc, voilà, c'est Et il y a pour. aussi un truc que je voulais dire avant de Ouais, terminer cette vidéo, c'est que c'est ce qui fait aussi qu'il y a les buy the rumor, sell the news quoi, dans le domaine des crypto-monnaies. Par exemple, on a parlé du modèle du stock to flow qui n'est peut-être pas connu par l'écrasante majorité des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies, bien que ce soit un modèle qui commence à être très connu. Mais un truc tout bête, par exemple le halving ou le merge d'Ethereum, à chaque fois qu'il y a des grosses nouvelles comme ça qui arrivent, les gens ils s'attendent tout de suite, dès qu'il y a le halving du Bitcoin, au moment où il y a le jour du halving, à l'heure du halving, bah, tout de suite, on doit avoir un pump parce que, bah, oui, on divise la supply par deux, mais ça a été anticipé par 99% des investisseurs qui savent aujourd'hui ce qu'est un halving, par exemple. Et du coup, c'est pour ça que souvent, on a un pump avant le halving, et au moment où il y a le halving, il ne se passe rien ou ça baisse, quoi. Parce que bah, les gens, en fait, ils avaient déjà pricé cet événement. Pour le merge d'Ethereum, ça a été pareil. Il y avait tellement de personnes qui nous disaient il faut acheter de l'Ether avant qu'il y ait le merge parce que voilà, au moment où il y aura le merge, il y aura une tokenomics qui va changer, la politique monétaire de l'Ether va devenir déflationniste, donc il y aura de moins en moins de tokens, donc il faut en acheter avant, et comme ça va pumper. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme à 95% quand on investit dans le domaine des cryptos, il y a eu un buy the rumor, set de news. Les gens avaient déjà cette information-là depuis hyper longtemps. Ils ont acheté des Ethers avant, le cours avait déjà augmenté, le pricing de l'événement merge avait déjà été mis en place. Et au moment où il y a eu le merge, bah, les gens ils ont vendu. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. ouais, tout à fait, je suis d'accord. Donc, du coup, on va arrêter là. Je pense qu'on a fait la vidéo est déjà assez longue. Et du coup, bah, voilà, pour finir, voilà, comme on l'a déjà dit, un message de prudence. Renseignez-vous, diversifiez vos sources d'informations. Voilà, nous, on n'est pas des experts, on n'a pas la vérité absolue. Donc, n'hésitez pas à consulter d'autres contenus.
Si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu comme ça, on échange librement sur des sujets aux alentours des cryptos ou même de l'investissement en général, vous pouvez suivre cette chaîne. Je vous mettrai aussi en description le lien de la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, qui parle plus de l'investissement en général, du business en ligne. Donc voilà, c'est du contenu un peu différent, donc n'hésitez pas à le consulter si ça vous intéresse aussi. Et ben, pour notre part, on vous laisse et on vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.